On va revenir un petit peu sur le contenu, en particulier par rapport à la législation existante en française, donc essentiellement la loi Sapin 2. Mais je dois dire que effectivement c'est un plaisir de voir enfin la transposition de ce texte, parce que l'élaboration de la directive a été un travail long qui commence dès le début de la précédente législature européenne en 2014 avec l'affaire LuxLeaks, les révélations bien sûr autour de ce scandale donc, qui mettait en cause à la fois l'administration fiscale luxembourgeoise et les cabinets d'optimisation fiscale. Avec deux lanceurs d'alerte qui sont en particulier d'abord Antoine Deltour qui a reçu pour ça le prix du citoyen européen, mais qui ensuite avec Raphaël Allais s'est trouvé devant les tribunaux luxembourgeois. Ce qui a tout de suite mis en lumière cette, on va dire, cette dissonance où d'un côté on salue le travail qui est fait pour la démocratie, pour la transparence, pour la lutte contre l'optimisation fiscale agressive, et de l'autre, c'est les personnes qu'on salue se retrouvent traînées devant les tribunaux et mises en cause, qui plus est dans un pays à l'époque considéré comme possédant une législation de protection des lanceurs d'alerte digne de ce nom, qui est le Luxembourg. Et donc on voit bien qu'on a un besoin évidemment de renforcement de cette protection, avec un contexte en plus européen, puisqu'on parle d'optimisation fiscale au Luxembourg, que les lanceurs d'alerte sont des ressortissants français, travailleurs transfrontaliers, et où les entreprises qui sont bénéficiaires exercent partout sur le territoire européen, voire même au-delà. Le deuxième déclencheur sur le travail sur la directive, c'est la directive sur le secret des affaires, qui est examinée et votée en 2016, avec là aussi une concomitance, puisque l'adoption de la directive en 2016 coïncide avec justement, je crois que c'était l'audience en première instance, justement du procès d'Antoine Deltour et Raphaël Allais au Luxembourg. Donc ça remet encore en lumière cette hypocrisie, on va dire, de vouloir d'un côté prétendre reconnaître le travail de lanceur d'alerte et dans le même temps prendre des législations qui renforcent la capacité des entreprises à dissimuler et à poursuivre ceux qui dévoilent leurs agissements. Donc lorsque beaucoup de parlementaires européens demandent justement une législation sur les lanceurs d'alerte, à l'occasion entre autres du débat sur la directive sur le secret des affaires, il nous est opposé que ça n'est pas possible et que ça n'est pas souhaitable. Bon, sur le pas souhaitable, évidemment, nous ne sommes pas d'accord, et sur le pas possible non plus. Donc il s'en est suivi quasiment 2 années de débat sur est-ce que le droit européen permettait ou pas l'adoption d'un texte horizontal sur la protection des lanceurs d'alerte. Bon, puisqu'on est en train de parler de transposition de directive, on peut se dire que la réponse a été effectivement oui, mais ça a été un débat tout autant politique que juridique pour parvenir à le démontrer. Et donc la dernière année de la législature européenne, donc entre 2018 et 2019, a été entre autres, pour ce qui me concerne, puisque j'ai été à la fois rapporteur du rapport d'initiative en 2017 qui justement demandait cette directive, et puis la directive en elle-même entre 2018 et 2019. Donc ça nous a conduit à parvenir à un accord qui a sensiblement, qui en tout cas vu du droit français, fait sensiblement bouger les lignes par rapport à la loi Sapin 2, et donc pose des enjeux pour sa transposition. Donc voilà pour les éléments de contexte. Et je vais vous dire, du point de vue justement du travail qui a été le nôtre, quels sont les points saillants, on va dire, de la directive et qui méritent sans doute attention pendant ce processus de transposition. Donc je rappelle que normalement il est censé être abouti au 31 décembre 2021. Sans doute qu'il le sera
On l'espère en tout cas, si ce n'est à cette échéance, relativement rapidement ensuite. Donc le premier on va dire, angle d'attaque, la première préoccupation, ça a été d'évacuer au maximum tout ce qui peut être utilisé pour questionner ou délégitimer l'action du lanceur d'alerte. On voit très souvent qu'un lanceur d'alerte, en fait, plutôt que de se... On va essayer de déplacer le débat lorsqu'une alerte est lancée, qui devrait être celle des faits qui sont dénoncés, les agissements de l'organisation qui est mise en cause, souvent sur les motivations, la personne du lanceur d'alerte, pour justement essayer d'affaiblir sa parole, affaiblir celui qui porte la parole en elle-même, et déplacer évidemment le débat et faire diversion par rapport à la réalité en fait, du problème qui est mis sur la place publique. Là aussi, pour des questions, on va dire, d'articulation avec les compétences des institutions européennes, le champ d'application personnelle reste dans le contexte de la relation de travail, ce qui n'est pas le cas de la loi 52. Et donc, vous avez vu aussi que dans la directive figure une clause générale de non-régression, qui donc impose aux États membres de conserver toutes les dispositions qui sont plus favorables que la directive. Donc à ce titre-là, évidemment, le champ d'application personnelle qui devra être retenu devra être plutôt celui de la loi Sapin 2, plutôt qu'une restriction au champ d'application de la directive. Par contre, on introduit un concept qui ne figurait pas, il me semble, dans la loi Sapin 2, qui est celui de facilitateur, qui vise justement à protéger des personnes qui accompagnent, qui aident, qui conseillent les lanceurs d'alerte et qui pourraient se voir incriminés pour de la détention d'informations ou la connaissance de certains, ou la complicité, on va dire, avec les incriminations dont pourrait faire l'objet le lanceur d'alerte. Donc ça, par contre, c'est effectivement une avancée qui convient effectivement prendre en compte. L'autre point de hiatus sur le champ d'application, c'est sur la question du champ d'application matériel. Donc, quels sont les secteurs couverts, les domaines couverts, la nature des informations qui sont couvertes. Évidemment, là aussi, on a été limité par les compétences des institutions européennes. Le champ d'application de la loi Sapin 2 est différent, plus vaste à certains égards. Et là aussi, la clause de non-régression devrait conduire en fait à couvrir le maximum du champ possible sans supprimer d'éventuels secteurs ou domaines qui sont aujourd'hui protégés par la loi Sapin 2. Sur ce qui relève de la nature de la protection, on est sur des natures de protection qui sont similaires. La protection des lanceurs d'alerte, en fait, elle est de deux ordres. Elle est d'abord la protection contre les représailles, et c'est pour ça qu'on est articulé dans la directive sur la question de la relation de travail, même si c'est une relation de travail au sens large, hein, ce ne sont pas que les salariés, ça peut être aussi une relation de consultant, de sous-traitance, donc de dépendance économique en fait. Et donc la première protection, c'est la protection contre les représailles. Avec des sanctions qui s'attachent au fait d'exercer des représailles et une forme d'inversion de la charge de la preuve. Là aussi, il y a une articulation sans doute à penser avec la loi Sapin 2 qui fait dire que c'est en cas de situation d'alerte avec la prise de décision visant le lanceur d'alerte qui pourrait être considéré comme des représailles, il appartient évidemment à l'entreprise ou à l'organisation de faire la preuve qu'il ne s'agit pas de représailles. Le deuxième volet de la protection, c'est une forme d'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire qu'on considère que les agissements qui concourent soit au fait de se procurer les informations, ça a été un point de débat important, soit à la divulgation des informations qui constituent l'alerte, ne peut pas, les agissements, s'ils sont contraires à d'autres obligations, qu'elles soient légales ou infralégales du lanceur d'alerte, le lanceur d'alerte ne peut pas faire l'objet d'une poursuite ou d'incrimination à ce titre-là. Et donc quelque part dans une forme d'irresponsabilité juridique. L'idée est aussi que cela s'applique aux facilitateurs de la même manière, et il me semble que pour l'instant dans le travail qui est enclenché sur la loi de transposition, il y a quelques ajustements à prévoir de ce côté-là pour que les protections soient effectivement les mêmes et qu'il n'y ait pas d'écart de protection avec les facilitateurs. Et puis le gros point de divergence entre la loi Sapin 2 et la directive, qui a été le gros point de débat pendant justement la négociation, en particulier avec le Conseil, dans lequel la France a joué un rôle particulier, puisqu'elle a fait partie des États qui étaient les plus farouchement opposés aux avancées que propose la directive, c'est le changement de la hiérarchie des canaux de signalement. La loi Sapin 2, comme la directive, prévoit des modalités de signalement, et le respect de ces modalités conditionne le fait que le lanceur d'alerte soit effectivement protégé. Donc, conditionne le fait d'interdire les représailles, de sanctionner les représailles, et conditionne l'irresponsabilité juridique dont je vous parlais. La loi Sapin 2 et la directive, la proposition initiale de directive par la Commission prévoyait 3 canaux de signalement. Le signalement
en interne, donc en interne de l'organisation, auprès d'un interlocuteur dédié, par des moyens qui doivent être mis en place par l'entreprise, et pas nécessairement vis-à-vis du supérieur hiérarchique direct, évidemment, mais en restant à l'intérieur de l'organisation. Le deuxième canal, c'est un canal de signalement externe, donc auprès d'une autorité extérieure, qui peut être le régulateur, qui peut être le procureur de la République, qui peut être une organisation administrative indépendante. En cela, il revient, on va dire, aux États d'organiser et de définir quelles sont les organisations compétentes pour recueillir l'alerte sur cette alerte externe. Et puis, le troisième palier, c'est celui qu'on connaît le plus, vu du grand public, c'est la divulgation publique. Celle qui intéresse aussi, quand même, le rôle, non pas seulement de correction de situations anormales, mais aussi d'information du public, d'exercice de la démocratie, d'accès à l'information, de transparence, qui sont justement l'enjeu démocratique direct, et qui souvent se fait par voie de presse avec un rôle, on va dire, des journalistes d'investigation dans le relais de ces informations-là. Ça a été le cas sur LuxLeaks, évidemment, et on a vu que Edouard Perrin a été aussi poursuivi alors qu'il était dans son rôle de journaliste. Donc à ce titre-là, la protection des lanceurs d'alerte rejoint aussi la protection des sources, d'une certaine manière, et donc cette divulgation publique est aussi à prendre en considération. Donc la loi Sapin 2 prévoyait, et la directive initiale, avant le travail du Parlement, prévoyait une hiérarchie entre ces trois canaux, où il faut d'abord aller auprès de l'organisation interne, puis si ça ne fonctionne pas, auprès d'une autorité externe, et encore une fois, après un certain délai et en cas de non-fonctionnement, uniquement dans un troisième temps, une divulgation publique. Dans le rapport d'initiative que dont j'ai été rapporteur et qui a été adopté par le Parlement, donc avant la directive, nous préconisions d'abolir la totalité de toute hiérarchie entre ces canaux de signalement, parce que nous étions convaincus que le lanceur d'alerte, suivant sa situation, est le mieux à même d'apprécier quel est le canal le plus pertinent au vu des risques auxquels il s'expose et au vu de la nature des informations qu'il détient. Ça n'a pas été la position de compromis à laquelle nous sommes parvenus. Néanmoins, et c'était une demande tout à fait légitime de beaucoup d'organisations et d'ONG, nous sommes parvenus à abolir la hiérarchie entre le signalement interne et le signalement externe. C'est-à-dire qu'un lanceur d'alerte, une fois la directive transposée, doit pouvoir savoir trouver, identifier et s'adresser directement à une autorité externe compétente vis-à-vis des informations qu'il détient pour pouvoir lancer l'alerte, ce qui quand même permet de se soustraire de manière beaucoup plus efficace à d'éventuelles représailles et pressions que quand on est obligé de lancer d'abord l'alerte à l'intérieur de l'organisation qu'on met en place. Donc ça va être un élément très important de la transposition aussi, sachant que la clarté et la précision dans la manière dont on va définir la procédure de signalement va évidemment concourir à son efficacité. Et donc il y a bien sûr des questions de fond, mais aussi de forme dans la manière dont cette procédure sera rédigée. Ça, voilà pour l'essentiel de la directive. Quelques reculs, en tout cas un recul de la directive par rapport à la loi Sapin 2, qui à mon sens devrait être évacuée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le texte, mais devrait être évacuée au titre de la clause de non-régression. C'est que la directive prévoit 5 exceptions à l'application de la directive, dont 3 figurent dans la loi Sapin 2. Les informations classifiées au titre du secret de défense, le secret entre la relation entre l'avocat et son client, et le secret médical. Donc ça, c'est équivalent entre la directive et la loi Sapin 2. La directive rajoute le secret des délibérations judiciaires et le respect des règles de procédure pénale. Et à mon sens, personnellement, j'aurais préféré que ça n'y figure pas dans la directive, je vous le dis, et ça ne devrait pas figurer dans la transposition, déjà parce que ça constitue une régression et que c'est en contradiction avec la clause de non-régression. Et puis on sait aussi que le fait de pouvoir révéler des éléments de procédure peut être essentiel dans une logique d'investigation et d'information du public, et ne devrait pas conduire à priver le lanceur d'alerte de sa protection, parce que c'est ça, il ne s'agit pas de dire que toute divulgation est légitime, mais bien que lorsque ça l'est, le lanceur d'alerte est protégé. Et ensuite, les institutions que sont la police et la justice ne sont pas exemptes de dysfonctionnement qui pourraient nécessiter de lancer d'alerte. Donc c'est une raison supplémentaire, évidemment, d'évacuer ces exceptions au titre de la clause de non-régression. Voilà pour l'essentiel des éléments de la directive. Bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que sans le savoir, j'ai respecté les papiers de la loi Sapin 2. Donc je me suis prévalue de la loi Sapin 2, bien sûr. Je constate que l'État employeur n'a pas appliqué la loi Sapin 2 du tout.
Donc l'État employeur a utilisé l'État institution pour valider les représailles contre moi, pour valider ma radiation de la fonction publique en 2018, voilà, etc. Je constate aussi que le défenseur des droits n'a pas fait son travail, il ne m'a absolument pas protégé. Après ma radiation, il a estimé que ce n'était pas des représailles. Depuis, je proteste, j'écris documents à l'appui, il ne me répond pas, enfin, elle ne me répond pas, voilà. Donc bon, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on nous propose, on nous annonce maintenant une nouvelle loi qui va améliorer la loi Sapin 2, améliorer ses failles, ses défaillances. Mais elle va améliorer quoi? Si elle n'est pas appliquée, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc ça, c'est la personne du lanceur d'alerte. Et ensuite, donc deuxième point, le traitement de l'alerte lui-même. Moi, mes détournements de fonds publics, il n'y a eu aucune enquête dessus. Ils ont été confirmés, c'était au niveau du petit service dont j'étais responsable, mais ces détournements de fonds publics ont été confirmés à l'échelle de l'ambassade par au moins 2 personnes qui, elles, ont été protégées par leur statut social, leur réseau social. Voilà. Moi, j'étais une petite fonctionnaire. Donc, le traitement de l'alerte, les détournements de fonds publics n'ont pas du tout fait l'objet d'enquête. Voilà. Bon, ce sont finalement des détournements de fonds publics, c'est pas grand-chose en soi, c'est quelques centaines de milliers d'euros par-ci, quelques millions d'euros par-là. Et là, je conclurai en me faisant le porte-parole d'une amie lanceuse d'alerte qui n'est pas ici, qui est Yasmine Botargini, l'ancienne directrice de la sécurité alimentaire de Nestlé, qui frappe à toutes les portes, y compris en France, au niveau de la commission là, sur la santé alimentaire, enfin, la santé, l'environnement, etc. Elle, son alerte concerne des décès d'enfants, des empoisonnements par centaines de milliers, des dysfonctionnements, donc autrement plus graves finalement que du matériel, dont je témoigne moi, autrement plus grave, et une alerte, là encore, qui n'est pas traitée. Donc, si les lois ne sont pas appliquées, à quoi servent-elles? C'est tout. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est le lancement d'alerte. Comme l'a dit Virginie Rosière, la question importante est celle des faits. Ce n'est pas la motivation de l'action, mais les faits eux-mêmes. Et il y a 2 textes qui permettent d'avoir un état d'esprit à ce niveau qui mériterait d'être inscrit dans la transposition. Le premier, c'est celui qui consiste en matière de prescription ou de réhabilitation à ne pas pouvoir citer les condamnations ou les textes pénaux qui s'appliqueraient à certaines personnes. Par contre, les faits restent. On ne peut pas dire qu'un ancien maire de Grenoble, ministre, a été condamné. Par contre, on peut dire qu'il a été corrompu. Les faits restent. Donc, donner la priorité, ou pas la priorité, mais en tous les cas, penser 2 choses, à protéger les faits, l'accès aux faits, en même temps qu'on essaye de protéger les porteurs du lancement d'alerte, ou les porteuses. Deuxième texte, qui lui élimine toute motivation. C'est le code des relations entre le public et l'administration. Un très beau code qui range à rang égal l'administré et l'administration, entre le public et l'administration. L'accès aux documents administratifs et l'accès aux informations relatives à l'environnement ne nécessitent aucune justification de motivation. Donc, on n'a pas à demander à quelqu'un pourquoi vous demandez à accéder au sondage de l'Élysée. Il a droit, comme tout administré, à y avoir accès. Et à ce niveau, je pense que ces 2 exemples de textes mériteraient d'inspirer l'idée qu'a avancée Virginie Rosière en rappelant le travail qui a été fait assez génial au niveau de la directive, c'est de donner la priorité aux faits sur la manière dont certains ou certaines s'accaparent ou s'auto-proclament lanceurs d'alerte qui méritent d'être protégés lorsque les faits ont été recherchés de manière désintéressée. Moi, je pense que dans cette transposition, il est absolument important que le mot alerte soit lui-même défini dans le texte.
Parce que ne pas définir le mot alerte, c'est se fourvoyer sur la définition du lanceur d'alerte. Et donc, je crois pouvoir parler sous le contrôle de Francis Chateaurenaud en disant que si le mot lanceur d'alerte, enfin l'expression lanceur d'alerte existe, c'est parce que le mot alerteur n'existe pas. Mais que le point central, c'est le mot alerte, et moi je propose une définition pour cette directive, pour cette loi de protection, c'est que l'alerte est toute information dont la gravité nécessite qu'elle soit portée à la connaissance du public dans l'urgence, pour une réaction urgente qui protège ou bien l'environnement ou bien la société. Mais il me semble absolument nécessaire de définir ce mot alerte comme une information qui est transmise, qui est publiée, de manière à ce qu'on sache de quoi on parle et qu'il n'y ait pas une appréciation subjective du juge ou trop subjective du juge, en tous les cas sur la proportionnalité. Ça, c'est la première chose. Le mot information, lui, est déjà défini dans la directive et il me semble plutôt de manière assez correcte. Et donc, de cette définition de l'alerte, découlera la définition, et c'est ce que je propose, de l'expression lanceur d'alerte, c'est-à-dire la personne qui publie une information dont la gravité nécessite qu'elle soit portée à la connaissance du public. C'est d'ailleurs finalement ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, dont la jurisprudence s'impose à la France, notamment dans sa directive, dans sa jurisprudence Gouya. Donc il me semble que la définition du lanceur d'alerte ne peut pas reposer, comme elle l'est finalement dans la loi Sapin 2, sur le respect d'une procédure, mais sur l'appréciation de la gravité de l'alerte et de l'information. Et à partir de là, bien évidemment, en fait, se pose la question de savoir, lorsque l'on est en connaissance d'une alerte, d'une information grave, soit pour l'environnement, soit pour la société, soit pour la démocratie, peu importe, que doit-on faire? L'ensemble des lanceurs d'alerte, à chaque fois qu'ils s'expriment, au démarrage en tous les cas, disent toujours, mais c'est ce que vient de dire finalement Françoise Nicolas, je ne pouvais pas faire autrement que révéler les faits, que ce soit des détournements, que ce soit des faits de corruption, que ce soit des atteintes à l'environnement, etc. Et ce que l'on voit, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'alerte, alors il y a du risque. Et pour pouvoir illustrer très simplement cette question, il suffit de reprendre l'affaire Lactalis et de la salmonelle. Il n'y a pas eu de lanceur d'alerte, ni dans les services de l'État, ni au CHSCT, ni parmi les salariés, et les enfants se sont retrouvés à l'hôpital. Et on voit bien que c'est l'absence d'alerte, l'absence de lanceur d'alerte qui crée le risque, et non pas le lanceur d'alerte par la publication d'une information. Et donc, il me semble nécessaire d'instaurer, ou en tous les cas de rappeler que l'alerte est un devoir. L'alerte est un devoir lorsqu'une personne est en péril. C'est d'ailleurs la question de la non-assistance à personne en danger. Donc il y a effectivement soit l'intervention directe de la personne pour sauvegarder la personne en danger, soit si la personne ne peut pas intervenir, alors il est nécessaire qu'elle alerte les secours, c'est écrit dans le code pénal. De la même manière, il y a une obligation, un devoir d'alerte pour les questions de maltraitance ou de harcèlement. Il y a également un devoir d'alerte pour les fonctionnaires et les personnes chargées d'une mission de service public au titre de l'article 40. Et donc il me semble nécessaire d'élargir cette notion de devoir d'alerte qui finalement serait la question même de l'automatisation de la protection du lanceur d'alerte. En matière d'environnement, le devoir d'alerte existe déjà et il existe dans le droit fondamental puisque c'est l'article 2 de la Charte de l'environnement et donc du bloc de constitutionnalité, puisque l'article 2 nous dit que chacun a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Et donc, ce devoir d'y prendre part est effectivement un devoir d'alerte lorsque l'on ne peut pas intervenir immédiatement sur la préservation et qu'il y a des atteintes à l'environnement. Ensuite de ça, je pense que j'ai plus que 3 points. Excusez-moi, c'est peut-être un peu long, mais j'essaye de tout... la question de la nullité du licenciement.
Je sais que beaucoup de syndicats se sont battus, et c'est inscrit d'ailleurs dans le Code du travail, que le licenciement est nul s'il n'est pas fondé. En l'occurrence, lorsqu'il y a une alerte qui est lancée, on a Denis Breteau dans la salle, le licenciement est annulé. Je pense que la loi ne doit pas se voiler la face sur l'impossibilité de recréer le lien de confiance entre l'employeur et l'employé. Ça me paraît absolument difficile de pouvoir recréer ce lien de confiance. Par conséquent, moi il me semble qu'il serait bon d'imaginer un système de reclassement des salariés avec à la charge de l'employeur qui aurait engagé une procédure de licenciement ou des représailles infondées, de mettre à sa charge le reclassement pérenne du salarié avec le maintien de son salaire tant qu'il n'est pas reclassé de façon pérenne, parce que vouloir le réintégrer dans l'entreprise, c'est en fait, à mon avis, illusoire. Enfin, je pense qu'il faudrait poser la question de la rémunération des lanceurs d'alerte en 2 mots. Je pense qu'Irène Frachon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là demain, m'arracherait les yeux si elle m'entendait le dire, mais je pense qu'il faut le dire. Irène Frachon a travaillé pendant 10 ans de sa vie pour démontrer la toxicité du Mediator. Pendant ce temps-là, des gens à l'agence du médicament, des gens dans les services de l'État n'ont pas fait le travail pour lequel ils étaient payés. Il ne m'apparaît pas inintéressant de réfléchir à la question de la rémunération de ce travail. Je ne dis pas de l'intéressement comme le fait Pierre Farge dans son livre « Les lanceurs d'alerte ne sont pas des délateurs », où lui il est plutôt pour l'intéressement au résultat, de ce que j'en ai compris. Je pense que effectivement, l'intéressement au résultat pose un vrai problème de citoyenneté. Par contre, que le travail soit rémunéré ne me semble pas quelque chose d'aberrant, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail, et ce travail a été payé à des gens qui ne l'ont pas fait. Et sur l'autorité de l'alerte, puisqu'il y en a une qui est instituée, il me semble qu'il faut absolument qu'elle soit constituée de manière pluraliste, de manière à ce que les alertes puissent être analysées de façon pluraliste par différents membres et pas simplement des hauts fonctionnaires, puisque là encore je parle sous le contrôle de Denis Breteau qui a travaillé à la SNCF et qui s'est fait licencier par les hauts fonctionnaires. Et donc je veux bien que la haute fonction publique soit exempte de toute tare, mais il se trouve que dans notre expérience, nous savons qu'il peut y avoir des actes d'allégeance de la haute fonction publique et que ce ne sont pas eux qui défendent au mieux l'alerte. Et je termine par une proposition de l'évolution de l'article 40 du Code de procédure pénale avec, pour le coup, une sanction d'1 an et 45 000 € d'amende pour tout fonctionnaire ou toute personne, toute autorité publique qui n'aurait pas alerté alors qu'il avait connaissance des informations. Merci. Je voudrais attirer l'attention de tous les rédacteurs futurs textes français et issus de la directive sur le fait que souvent on parle de menaces, on parle de violation de textes existants, mais quand on fait ça, on est dans la prévention. Un produit est reconnu toxique, c'est écrit dans les textes, quelqu'un voit que c'est diffusé, il alerte. Il y a un danger reconnu, c'est de la prévention. Mais il y a, et Virginie nous l'a rappelé, le principe de non-régression. Or, en France, nous avons adopté le principe de précaution. C'est-à-dire que quelqu'un qui signale une molécule qui se répand, retournons en arrière, pensons au Distilbène, il n'y avait pas de dégâts immédiats sur les femmes, ce sont les générations futures qui ont été touchées. Eh bien, il faut à tout prix que la rédaction française mentionne le risque sanitaire et environnemental, et cela renvoie à ce qui est connu dans toutes les autorités d'expertise en la matière, par exemple les effets des faibles doses ou des dégâts inconnus sur les générations futures. Je voulais rebondir sur ce que disait Marie Blandin justement, parce que je suis avec l'aide de Raymond Avrier en train d'essayer d'obtenir des données de pharmacovigilance, donc, qui sont des données auxquelles on devrait absolument avoir accès tous, sur les antidépresseurs. J'ai demandé depuis des mois à la NSM, sans réponse, j'ai donc introduit un recours CADA. La CADA m'a donné raison, mais maintenant Raymond m'a appris que
il allait nous falloir 2 ans de procédure devant le tribunal administratif de Paris pour faire appliquer cet avis CADA. Donc déjà, il y aurait besoin de moins de lancements d'alerte si on avait droit, enfin si on avait un accès si cet accès était effectif, parce qu'on y a droit, donc aux données de pharmacovigilance sur l'ensemble des produits de santé, ce n'est pas le cas, on n'a pas accès aux données de pharmacovigilance, c'est faux. Et si on avait accès aux données brutes des essais cliniques pour l'ensemble des produits de santé que nous prenons tous les jours, et là, pareil, depuis 30 ans, les laboratoires ont pris l'habitude de ne plus communiquer les données brutes des essais cliniques. On a des données qu'on appelle corrigées, c'est-à-dire en fait des données qui arrangent la communication des laboratoires. Et ça pose un énorme problème de santé publique. Des décisions de santé sont prises tous les jours à partir d'un corpus de données qui représente le tiers ou la moitié des données réellement existantes. Et le reste n'est pas accessible. Et nous, on a un problème avec le droit européen, parce que ce qu'on découvre, et au fur et à mesure qu'on avance dans notre action sur les missions au marché des pesticides, c'est que l'Agence européenne de sécurité alimentaire ne respecte pas le droit européen, et que la commission qui est en charge de l'application du règlement ne le respecte pas non plus. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un règlement de base qui dit en 2009 comment un pesticide doit arriver sur le marché, et on découvre qu'il y a des règlements d'exécution qui infirment ce règlement de base, ce qui est contraire à la loi, puisque un règlement d'exécution ne doit pas minorer un règlement de base. On en est là aujourd'hui. L'étape suivante dans laquelle on va avancer, c'est de pouvoir mettre en cause la Commission européenne. Sauf que, pour mettre en cause la Commission européenne, nous, citoyens, on ne peut pas le faire. Quelques parlementaires ne peuvent pas le faire. En fait, il faut chercher à obtenir une majorité. Il faut que ce soit le Parlement européen qui puisse mettre en cause le fonctionnement de la Commission européenne. Et je vous dis, c'est super compliqué, c'est super lourd, ça fait 1 an qu'on bastonne déjà pour avoir les pièces du dossier, pour dire, regardez, vous faites un super boulot de parlementaire, et par derrière, on vous dézingue en fait. Donc, tout le travail que vous avez fait en 2009, et puis bon, sans parler de la commission PEST qui a été, dont le rapport a été mis dans un tiroir il y a quelques années, qui a démontré ça. Et aujourd'hui, on le remontre avec preuve à l'appui que le règlement n'est pas appliqué. C'est super compliqué de pouvoir le faire et d'arriver au bout. On voudrait mettre la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne par manquement, pour carence. Je ne vous dis pas tout ce qu'il faut bouger pour arriver à ça. Je ne sais pas si on va y arriver. Là, on est en train d'essayer de convaincre le Parlement. Je vous dis pas. Oui, Denis Breton, donc je suis le lanceur d'alerte qui a dénoncé le trucage d'appel d'offres à la SNCF pour des dizaines et des dizaines de millions, et ça concerne des proches d'Emmanuel Macron. Je voulais d'abord remercier les parlementaires, M. Waterman, sur tous les parlementaires qui œuvrent à une amélioration de la loi, c'est important de le faire. Je sais que ça n'a pas été facile non plus au niveau de la directive pour faire passer ce canal externe en premier qui a eu beaucoup de résistance à ça. Je voulais apporter aussi mon témoignage, moi, sur la loi Sapin 2, qui a été un progrès, puisque j'ai pu en bénéficier, étant licencié par la SNCF, j'ai pu bénéficier d'un côté de la loi Sapin 2 qui m'a permis d'aller en référé, donc dans l'urgence pour me faire réintégrer. Après, je rejoins quand même ce qu'a dit François Nicolas là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'interroge quand même sur ce qui se passe, sur les faits. C'est-à-dire que j'ai été réintégré, mais sous les ordres de celui qui m'avait licencié. Ce qui pose quand même problème pour une entreprise qui n'est pas une entreprise privée, hein, c'est l'État, 100% l'État. Et c'est quand même inquiétant de voir que sur des dizaines, il manque environ 300 millions d'euros dans les caisses de la SNCF, donc dans l'État, dans vos impôts, aucune enquête n'a été faite. Aujourd'hui, le PNF est saisi pour des faits pénaux pour voir s'il y a des coupables, mais personne à la SNCF ne regarde où sont passés ces 300 millions d'euros. 150 millions d'euros sont partis chez IBM, 150 millions d'euros ont été chez d'autres personnes. Voilà, donc au-delà du texte, etc., ce qui est inquiétant, c'est de savoir si on est vraiment dans une république bananière ou pas. À un moment, est-ce que quelqu'un, il y a des organismes, PCRL, le contrôle de prévention des marchés, normalement l'Assemblée qui a un contrôle de l'action du gouvernement, ou une enquête, qui fait quoi? En fait, qui joue la montre.
Et puis après, ils diront, ah, mais c'est une vieille... voilà. Alors moi, je réagis par rapport à ce que vous avez indiqué sur les exclusions de la protection des lanceurs d'alerte. Je ne me considère pas comme un lanceur d'alerte, j'étais moi-même magistrat. Je n'ai juste que demandé le respect de la loi. Et je me suis aperçue que quand on a face à soi le secret défense, le respect de la loi n'existe pas. Et l'État est autorisé non seulement à délinquer, mais à commettre des infractions, et les plus graves, c'est-à-dire les crimes. Ce que je veux dire, c'est que quand on se heurte au secret défense, qui est donc exclu, si j'ai bien compris, de la directive de protection des lanceurs d'alerte, et qu'en outre, on a, moi j'ai sans doute affaire à ce qu'on appelle le nucléaire, ça peut surprendre, mais c'est comme ça, moi je cumule les handicaps. Voilà, et ce n'est pas que pour moi que je parle. Je pense qu'effectivement, cette exception de tout, puisqu'il n'y a pas de contrôle non plus de la Cour européenne, tout ce qui est politique étrangère, tout ce qui touche aux affaires étrangères, tout ce qui touche aux énergies nucléaires, tout ça, ça ne fait pas partie du contrôle de la Cour européenne. Donc, si vous voulez, c'est pénalisant, sachant d'autre part que ce secret n'est réglementé par aucun pays et n'est contrôlé ni par aucune autorité indépendante, que les seuls textes qui existent en la matière sont des textes protecteurs de ce secret, et tous les autres, ils sont traités comme des ennemis de la nation. Donc j'ai été traitée pendant 26 ans comme une ennemie de la nation. Alors, c'est triste de voir que dans ce cadre-là, on exclut tout ce pan, alors que c'est justement celui-là qui est exclu de tous les contrôles. Tous les contrôles. Et je terminerai en indiquant juste que quand vous parlez des faits, eh ben l'État c'est très simple, il a sa version officielle, les faits il n'en a rien à faire, comme c'est lui qui enquête par le procureur de la République qui est soumis sous le contrôle hiérarchique du garde des Sceaux, eh bien, effectivement, l'État fait ce qu'il veut. Les faits, s'il ne veut pas enquêter, madame, il n'enquêtera pas. Voilà, alors on peut se constituer partie civile, mais on n'est jamais aidé par le procureur qui, à ce moment-là, n'instruit qu'à décharge. Et bien évoqué ici, qui ressemble beaucoup, c'est Bernard Nicolas, Madame Borel, vous savez, qui, lui, le premier dès 2015, qui a écrit livre et fait film sur l'histoire tragique de votre époux, qui estimait que mon histoire et celle de votre époux présentaient d'énormes similitudes, parce qu'un des volets de mon histoire, c'est que j'ai signalé des détournements de fonds publics qui engageaient ma responsabilité, mais que parallèlement, j'étais l'objet de menaces de ma hiérarchie, j'avais prévenu des avocats, pièges, menaces, et qu'on a tenté de me tuer à mon bureau. Et qui a tenté de me tuer à mon bureau? Enfin, l'agresseur qui a tenté de me tuer à mon bureau par surprise, en profitant du fait que j'étais à Faune, et j'ai dû la vie sauve, puisque j'étais à Faune, je n'ai pas pu appeler au secours, j'ai dû la vie sauve à un employé, un agent d'entretien qui travaillait à proximité du bureau. Mais la personne qui a tenté de me tuer, il y a maintenant bientôt 12 ans, est officiellement protégée par l'État français. Elle est officiellement protégée par l'État français, donc par les tribunaux français qui m'ont opposé à plusieurs reprises la raison d'État, qui ne traite pas mes plaintes pénales, etc., parce que cette femme était la maîtresse de Trucmuche, qui était le beau-frère de deux chefs d'État africains. Et accessoirement, ami d'enfance d'un chef d'État actuel. Mais c'est terrible. Dit comme ça peut sembler ahurissant. Moi, la première fois que j'ai été confrontée à la raison d'État, dans un document juridique, devant le tribunal administratif de Paris, je suis littéralement tombée de ma chaise. Sauf qu'à vivre, c'est une violence inouïe. Parce que, en fait, l'État qui doit vous protéger, comme le disait très bien Madame Borel, en fait, vous devenez l'ennemi de l'État. Parce qu'en plus, vous avez le culot de réclamer justice. Vous avez le culot d'insister. Et moi, ça va faire 12 ans que j'ai été agressée, rien n'a changé. Et ce matin, je vous passe les détails, mais ce matin encore, j'avais de mon avocat une fin de non-recevoir du parquet, etc. On a tenté de me tuer il y a 12 ans, absolument rien n'a été fait. Mon agresseur est protégé, est toujours employé fictivement par l'État français, donc payé par nos impôts. Ça, c'est, je source une enquête d'un journaliste de Libération il y a quelques années.
Voilà, etc. Ce n'est que ça. Et pour en revenir, pour boucler, conclure sur les propos, rebondir sur les propos de M. Avrier, moi je suis quelqu'un d'extrêmement factuel. Tout ce que je dis, je le prouve, et je le prouve donc publiquement. Dimanche, j'interviendrai sur les réseaux sociaux parce que bon, ma particularité, c'est que quand j'écris quelque chose, quand je dis quelque chose, c'est que je le prouve. Mais voilà, la raison d'État, Madame Borel y est confrontée, j'y suis confrontée. A priori, c'est rare, mais quand vous y êtes, je peux vous assurer que je ne le souhaite à personne. Le droit et la façon dont on applique les lois et certains dysfonctionnements de la justice ou de la façon dont les choses se déroulent posent question. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras et pour se dire à quoi bon faire des lois. On est dans un état de droit, il peut y avoir des problématiques, des dysfonctionnements, des abus, il peut y avoir plein de dérives, mais enfin, on est dans une démocratie, un état de droit, et c'est important de faire progresser le droit en matière de protection des lanceurs d'alerte. Sur la définition, puisque vous m'interrogez spécifiquement sur la définition, que M. Ibanez parlait de la définition, moi je crois que la problématique qu'on avait avec la loi Sapin 2, c'est qu'elle était trop subjective, et la directive européenne supprime et invite à supprimer les éléments de subjectivité sur la définition du lanceur d'alerte. Dans les propos de M. Ibanez, il y avait notamment l'idée de désintéresser, l'idée de gravité d'une infraction. On a supprimé tout ça dans la loi. Parce qu'à chaque fois que vous expliquez que l'information est par exemple suffisamment grave pour être révélée au public ou pour aboutir à une alerte, eh bien vous ouvrez des brèches pour des personnes qui vont vous attaquer pour essayer de vous démontrer qu'elle n'était pas suffisamment grave, alors que ce n'est pas le sujet. Et donc on a essayé d'arriver à une définition extrêmement objective et qui, comme le suggère la directive, et qui évite le caractère subjectif. Donc on est vraiment sur un lanceur d'alerte qui est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des éléments, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation, d'un engagement, de la loi, etc. Donc on est vraiment sur une définition qui supprime la notion de désintéressement. Il n'était qu'une brèche pour que des intérêts puissent dire, vous voyez, le lanceur d'alerte n'était pas désintéressé puisque 6 mois avant, il était en litige avec son employeur, donc ce n'est qu'une revanche, etc., etc. Et qu'il conteste en justice le fait que la personne est lanceur d'alerte au motif du fait qu'il n'était pas désintéressé. Donc il faut absolument essayer d'éliminer le caractère extrêmement subjectif qui constitue d'autant de brèches pour ceux qui veulent contester l'alerte ou lancement d'alerte. Pareil sur la gravité. Une alerte grave, il y avait dans la définition précédente une atteinte grave et manifeste. Est-ce qu'elle est grave, est-ce qu'elle est manifeste? Ça ouvre la possibilité d'expliquer à un lanceur d'alerte qui n'est pas lanceur d'alerte parce qu'il n'est pas suffisamment grave ou manifeste. Donc on a dans cette définition essayé de résoudre ces problématiques qui poseraient en fin de parcours devant la justice, qui étaient des brèches ouvertes utilisées contre les lanceurs d'alerte. J'aimerais revenir sur plusieurs éléments également qui ont été mentionnés, notamment sur la CEDH. Alors moi je suis un fervent défenseur de l'articulation des droits et de la primauté de la CEDH, qui est en fait l'instance suprême, le recours ultime d'un citoyen contre son État, puisque dans la hiérarchie des normes et de la hiérarchie de la justice, c'est le dernier échelon. Alors la question a été posée, quelle garantie ça apporte? Eh bien ça apporte d'abord la garantie d'un regard extérieur de juge qui vont, lorsque tous les jugements et toute la justice nationale est passée et que tous les recours sont épuisés, qui vont permettre d'avoir un dernier regard sans complaisance sur les décisions, et les États sont après tenus de suivre les décisions des CEDH. Alors évidemment, il y a certains États en Europe et les États les moins démocratiques qui contestent l'idée de respecter les décisions de la CEDH, mais ce n'est pas le cas de la France, et une forte utilité de cette instance. Peut-être pour répondre aux sujets qui ont été abordés sur les logiques de transposition. Je vais m'y attarder un petit peu parce que c'est extrêmement important.
il y a une différence majeure entre la loi Sapin II, qui réglementait les lanceurs d'alerte en France, et la directive. Pour faire court, la directive a un champ réduit, c'est uniquement le champ, pour faire court, de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle vous travaillez, donc le champ professionnel, et elle va très en profondeur. La loi Sapin II était très large, puisque tout citoyen peut être lanceur d'alerte dans la loi Sapin II, mais elle allait moins loin dans beaucoup de domaines. Et donc ce qu'on a choisi de faire dans la transposition, moi je voudrais dire et affirmer qu'on est beaucoup plus loin qu'une simple transposition, parce qu'on va beaucoup plus loin qu'une simple transposition. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans une simple transposition? On aurait dit, dans le cas particulier du contexte professionnel, et on aurait fait un copier-coller de la directive. C'est pas ce qu'on a choisi de faire. On a choisi d'aller beaucoup plus en profondeur avec une définition beaucoup plus large. Et je crois que c'est important, alors j'ai peut-être pas le temps de le détailler, mais dans les notions d'information, de soupçons raisonnables, des listes de sanctions, de la façon dont on les articule, on a été, encore une fois, on a fait le meilleur des deux mondes, à savoir la directive, d'une part, en profondeur, et la largeur de Sapin II. Je reviendrai sur une notion qui est assez controversée sur les secrets, mais je tenais à le dire. Notamment, on invente des dispositifs nouveaux, par exemple pour contrer les procédures bâillons, sur lesquelles la directive ne peut pas apporter beaucoup d'avancées, les droits nationaux étant très hétérogènes sur le sujet. La solution qu'on a trouvée avec le ministère de la Justice, sur lequel on a travaillé sur plusieurs scénarios, c'est celle de dire que, vous savez, il y a un droit constitutionnel français qui fait que, grosso modo, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'aller en justice. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'aller en justice. Et que donc la conséquence de ça, c'est que ça peut être dramatique pour un lanceur d'alerte, puisqu'il peut se faire ensevelir sous de nombreuses procédures et être dans l'incapacité, avec son seul salaire, de se payer tous les avocats qu'il faut pour répondre une à une à toutes ces procédures. Et donc, dans ce cas-là, on invente un nouveau dispositif qui a été validé par le Conseil d'État, qui permet au juge d'imputer les coûts de la défense sur l'attaque. D'imputer les coûts de la défense sur l'attaque. Donc, si vous êtes face à un intérêt puissant qui va vous harceler juridiquement, en quelque sorte, en lançant procédure sur procédure, plutôt que d'essayer d'intenter une nouvelle procédure pour abus de procédure, eh bien, on peut, à bref délai, le juge statue sur la prise en charge des coûts de la défense, lorsque visiblement on est dans le cas d'un Goliath qui veut écraser un David, les coûts de la défense et les faire supporter par l'attaque. Et ça, pour moi, c'est un outil nouveau, important, qui permet de répondre à une problématique que j'ai entendue très souvent chez les lanceurs d'alerte, à savoir la capacité de se défendre et d'avoir de pouvoir assumer les coûts de la défense. La relation entre l'avocat et son client et le secret médical. Dans la directive, il y a deux secrets supplémentaires, à savoir le secret de la délibération des juges et dans le domaine pénal, on précise, on l'a rajouté pour le préciser, dans le domaine pénal, et le secret de l'enquête et de l'instruction dans le domaine pénal. Il y a effectivement une question de droit, Virginie disait à juste titre, sur est-ce que c'est une régression de revenir sur les... Enfin, de transposer la directive en rajoutant les deux secrets, ce qui puis dire. Alors le Conseil d'État estime que non, dès lors que le secret de l'instruction tel qu'il est défini, pour être très clair, que couvre-t-il? Il interdit à un lanceur d'alerte, ou à une personne, par exemple, vous êtes greffier ou secrétaire d'un juge, vous ne pourrez pas sortir une pièce du dossier d'instruction et la communiquer. Pareil, si vous êtes secrétaire d'un avocat, que le client de l'avocat lui envoie un document qui lui prouve sa culpabilité, et bien le document peut attester d'un crime ou d'un délit,
mais il est interdit à la secrétaire ou l'assistante de l'avocat de sortir ce document, pourtant ce document révèle bien un crime ou un délit. En revanche, et ça il faut être très précis sur le sujet, vous avez un policier qui va bafouer la procédure et qui va détruire une preuve. Vous avez un comportement d'un membre de la justice qui va par exemple être en collusion avec un tel ou un tel. Tout ça n'est en aucun cas et absolument pas protégé par le secret de l'instruction. Ce que j'ajoute dans mon texte, c'est que tous ces secrets, aujourd'hui comme de plus en plus demain, auront des dérogations prévues par la loi. Ces dérogations étant, par exemple, pour le secret médical, vous avez des dérogations sur les cas de violence faite à l'enfant, etc., etc. Ce que je rajoute dans le texte qui n'était pas dans la loi Sapin 2 et qui n'est pas dans la directive d'ailleurs, c'est que dès lors que des dérogations existent, alors les lanceurs d'alerte, ces dérogations rentreront aussi de facto dans le champ des lanceurs d'alerte. Alors, ça me semble important parce que je pense que la notion de secret va évoluer dans le temps. On voit que certains secrets comme la défense nationale évolueront parce que je pense que certains ne sont pas soutenables d'un point de vue citoyen et seront amenés à évoluer. Évidemment, dans une proposition de loi sur les lanceurs d'alerte, je ne vais pas moi-même dire ce qu'il faut garder ou pas du secret de la défense. En revanche, le chemin qu'on ouvre et ce qu'on inscrit dans la loi, c'est que dorénavant, toute évolution sur ces secrets au sens positif, c'est-à-dire des dérogations qui pourraient exister, serait de facto ouverte aux lanceurs d'alerte. Parce que là, il s'agit de traiter l'alerte, et pas le lanceur d'alerte. Il y a un autre problème, parce que le lanceur d'alerte, du coup, il est envoyé à un défenseur de droit qui n'est pas forcément bien pris en considération, parce qu'il y avait le problème du circuit interne, circuit externe, et ça, on fait sauter tout ça, et c'est vraiment une des avancées majeures de la directive d'abord, et du coup, de sa déclinaison dans le texte législatif. Sur le secret, moi je suis pour qu'il existe des secrets dans une démocratie. Le secret médical, c'est important qu'il existe. Voilà. Le secret de relation entre le client, l'avocat et son client, c'est important. Le secret de l'enquête et d'instruction, c'est important. Enfin, tous ces secrets sont importants. Il ne s'agit pas de remettre en cause des secrets, mais bien de faire en sorte que quand ces secrets servent à masquer des infractions ou des choses qui sont problématiques vis-à-vis de l'intérêt général, tel que défini dans l'article 6 de la loi de Sapin 2, mais du coup l'article 1er de notre proposition de loi, je pense qu'il faut se ménager une porte de sortie et pas juste dire le secret s'applique et on peut déroger au secret dans les conditions prévues par la loi. Il y a des secrets pour lesquels les conditions prévues par la loi sont quand même soit inexistantes, soit très maigres. Le secret de l'enquête et l'instruction, quand même, c'est extrêmement maigre, la capacité à être dérogée par la loi. En gros, c'est l'article 11 qui permet dans le code de procédure pénale au procureur de la République de lui-même communiquer. C'est la principale dérogation au secret de l'enquête et de l'instruction. Et que du coup, il faut qu'on trouve quelque chose. Moi, j'avais proposé, on proposera un amendement là pour la séance, pour qu'il puisse y avoir une procédure devant un juge des libertés et de la détention, procédure rapide où le lanceur d'alerte dit voilà, j'ai un document, je sais qu'il est couvert par un secret, je souhaite l'utiliser dans un canal externe ou en divulgation publique dans le cadre de la loi, des lanceurs d'alerte, est-ce que je peux le faire? Oui, non, merci de me répondre. Ça ne veut pas dire qu'on aura des garanties extraordinaires non plus, je n'ai pas une croyance extraordinaire dans la capacité de JLD à... Voilà, je suis très critique sur la justice, j'ai rendu un rapport, j'ai présidé une commission d'enquête sur le sujet, et c'est à ce moment de la discussion où je redis quand même qu'on ne va pas tout régler de toute façon avec un texte sur les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte existent parce qu'il y a des tas de dysfonctionnements dans des processus qu'il faudrait régler par ailleurs. Je pense notamment dans la justice, la question de l'indépendance de la justice, la question de l'indépendance du parquet, bon, sont toutes des questions qui ont été soulevées, que j'ai soulevées, en tout cas que mon groupe politique de la France Insoumise a soulevé, et pour lesquelles nous aurons des propositions évidemment dans le débat présidentiel à venir, et c'est important qu'on puisse se positionner les uns les autres sur ces sujets-là. Pareil, sur la question, ça a été assez peu évoqué au tout début, mais du secours financier. Enfin, je vois ce qui est un secours financier dans la loi Sapin 2, qui n'existe pas puisque ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. C'est un gros manque dans le dispositif. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution satisfaisante dans le texte qui a été présenté en commission des lois. C'est le vrai gap qu'on a à franchir. Alors, je sais que Sylvain travaille à des tas de choses pour la séance, moi aussi je réfléchis à des tas de choses.
J'étais plutôt parti pour donner une compétence au CIVI et au fonds de garantie sur l'aide aux victimes, pour leur dire qu'on va leur donner une compétence parce qu'ils savent chiffrer des préjudices. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça, c'est des préjudices subis et pas des préjudices à venir. Le problème des lanceurs d'alerte, c'est que souvent, il faut être capacité aussi de chiffrer les préjudices à venir, ou en tout cas en cours, et pas terminés. Donc il y a quand même tout un tas d'aspects qui sont à progresser. Un élément que n'a pas évoqué Sylvain, qui est présent dans le texte et qui me tenait à cœur dans la transposition que j'avais proposée à l'époque, c'est celui d'avoir une effectivité, de la proposition effective d'un accompagnement médico-psychologique pour celui qui se dit être lanceur d'alerte. Parce que ça, c'est quelque chose qui est transversal. 100% des lanceurs d'alerte nous disent, ben voilà, c'est un moment où vous prenez un risque, vous vous exposez, vous vous mettez en première ligne, corps et âme, et donc il y a besoin d'avoir du soutien psychologique et ou médical, parce qu'il y a un peu de problème, et des fois ça bascule sur le somatique aussi, comme chacun sait. Donc ça c'est dans la proposition de loi, il faudra ensuite veiller à son effectivité, c'est tout le problème, c'est qu'au début si on vote des lois et que c'est pas effectif, le parlementaire d'opposition que je suis passe son temps à râler sur l'application d'un certain nombre de lois. Le défenseur des droits a 20 effectifs supplémentaires entre de 2021 à 2022 sur les 230 qu'il avait, donc il passe de 230 à 250. Est-ce que ce sera assez? Non, je suis convaincu que non, vu les missions en plus qu'on lui donne et qu'on lui étend en permanence. Donc ce sont des batailles qu'il faudra continuer de mener, mais clairement ce texte est un point d'appui. Et je terminerai juste sur la question des personnes morales. Sur la question des personnes morales, moi je pense que les personnes morales doivent pouvoir être lanceurs d'alerte et se substituer aux lanceurs d'alerte personnes physiques, parce que sinon ça revient à dire il ne peut pas y avoir d'alerte en dehors des personnes physiques. Je sais bien qu'il y a tous les aspects sur les facilitateurs et ceux qui accompagnent, et tant mieux, et c'est positif et ça va dans le bon sens, mais ça revient à dire si vous avez une alerte, c'est à vous, personne physique, de vous mettre votre peau dans la balance. Voilà. Et comme on est uniquement sur un versant protection des lanceurs d'alerte sur le texte, évidemment, il y a un moment donné où Sylvain et une partie de la majorité nous disent ben non, on ne va pas mettre les personnes morales, parce que les personnes morales ne vont pas se faire licencier, les personnes morales ne vont pas avoir des représailles. Il peut y avoir des représailles sur les personnes morales par ailleurs, c'est pas exactement la même que sur les personnes physiques. Néanmoins, quand on considère que l'important ce n'est pas juste le lanceur d'alerte sur le messager, mais l'alerte aussi en elle-même, alors ça devient cohérent que les personnes morales puissent aussi lancer l'alerte pour que l'alerte soit traitée derrière. Bon, voilà. Après, il y a une difficulté dans l'exercice, et je m'arrête là-dessus en vous disant qu'il y a des amendements que j'ai déposés, que je n'ai pas pu défendre, parce qu'ils ont été irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent. Effectivement, il y a des propositions qu'on fait qui coûtent de l'argent. Par exemple, pour l'histoire de confier à la CIVI et au fonds de garantie sur les victimes, je n'ai pas pu le défendre, article 40, paf. Voilà. Et quand j'ai fait un amendement pour dire qu'il fallait un accompagnement pas juste psychologique mais médico-psychologique, pareil, article 40, ça coûterait des sous. Bon, voilà. Donc vous voyez les limites aussi du débat parlementaire, et moi j'attends avec impatience la prise de position du gouvernement, puisque s'il y a un grand absent pour l'instant sur ce texte, la transposition de cette directive, c'est la parole du gouvernement et plus précisément du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui, je le rappelle, la dernière fois qu'il a parlé des lanceurs d'alerte, c'était plutôt pour dire qu'il n'était pas d'accord avec l'existence des lanceurs d'alerte et qu'il trouvait que c'était des balances. Bon, donc voilà, donc j'ai hâte. Et en même temps, c'est un bon signe que ce soit une proposition de loi. Pour une fois, il y a un travail parlementaire en tant que tel, des députés et des sénateurs à venir, parce que c'est peut-être, et j'espère pour une fois, dans l'épure de ce qui est censé être une démocratie parlementaire, nous qui aurons le dernier mot. Voilà. Compte la dimension importante de l'alerte donnée, et y compris d'ailleurs au niveau européen, mais elle s'intéresse seulement de façon, comme par le petit bout de la lorgnette, juste à une mise en balance de la proportionnalité, dont je vous disais que c'est un des critères, mais en balance simplement le préjudice de l'employeur avec la liberté d'expression. Et si on ne prend que comme ça, alors dans ce cas-là, effectivement, on risque de restreindre le débat. Et ensuite, il y a aussi la question de ce qu'un débat public n'est jamais figé. Ce que disent les juges, ils prennent un exemple qui est tout à fait utopique, à mon avis, ils disent « mais qu'en est-il alors des violences policières ?» Ça veut dire que si quelqu'un révèle à nouveau des violences policières, il ne va pas être considéré comme étant un lanceur d'alerte parce qu'on a déjà dit qu'il y a des violences policières. Est-ce que ce n'est pas important de continuer à révéler que voilà, il y a encore un cas, et voilà ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas important de participer à ce débat public?
Voilà, c'est un nouveau critère qui a été posé. Alors, est-ce que c'est un arrêt d'espèce? Je l'espère. J'espère que c'est cela, parce que vous savez que la Cour européenne travaille toujours in concreto sur un arrêt. Est-ce qu'il en serait de même sur d'autres? Je n'en sais rien, mais c'est en tout cas un signal inquiétant, parce qu'on est justement dans un moment où on essaye de faire bouger les choses, et là, elle vient en régression de ce qu'elle a décidé jusqu'à présent, et notamment dans l'affaire Gouya. Et c'est d'autant plus important, du coup, de se battre, nous, pour qu'on fasse évoluer les choses, et pas seulement, d'ailleurs, sur cette question de transposition, la façon dont on... mais également sur certains points. Par exemple, en ce moment, vous avez les états généraux de la justice, et vous avez une consultation du public possible. Eh bien, demandons tous qu'il y ait l'indépendance du parquet. Ça a été rappelé par Mme Morel que sans indépendance du parquet, il va y avoir l'État qui bloque au nom de la raison d'État, etc. Donc il faut impérativement qu'on ait ça, qu'on demande aussi plus de moyens pour la justice, parce que certes, les moyens ont évolué, mais si vous regardez bien, ça va essentiellement pour les prisons. Bref, il y a des choses qu'on peut faire aussi, nous, citoyens, et qui vont renforcer aussi les possibilités des lanceurs d'alerte, mais qui sont un pas de côté. Donc je vous invite à vous mobiliser pour aller aussi sur ces pas de côté en ce moment. Merci. Merci M. Wazerman pour vos clarifications, ce travail tout à fait des avancées. Je pense que vos deux collègues, messieurs Bernalicis et Gontard, sont tout à fait devenus sociologues. Ce qu'ils ont ouvert la voie effectivement à ma conclusion, c'est que personne ne se demande pourquoi cette notion a été créée en sociologie. C'est bizarre. On m'a posé la question quand même une fois à une conférence, mais pourquoi c'est un sociologue qui a inventé cette notion? Ça aurait dû être un juriste. C'est devenu un problème de droit de A jusqu'à Z. Alors les procédures de loi, on multiplie les lois, on les refait des directives, etc., des décisions tous les sens de la jurisprudence. En fait, c'est parce que, évidemment, la réalité sociologique de l'alerte, c'est tout à fait autre chose. Et c'est ça qui est passionnant, c'est pour ça que je souscris tout à fait à votre conclusion et encore plus à tout ce qui a été dit avant, c'est qu'il faut évidemment regarder ce que les alertes font aux institutions et aux mondes sociaux dans lesquels nous sommes. Parce que si au fond, Pandora Papers, le suivant c'est quoi? Moi j'ai eu Panama Papers, on peut faire des listes. Alors, on peut faire des listes aussi. On peut faire des médiators, des machins, des trucs, et la question c'est qu'est-ce que ça produit. Et donc les conséquences de l'alerte sont aussi quelque chose à prendre très au sérieux. Donc j'entends bien moi, tout ce qui a été dit, il y a des avancées, il y a des points effectivement de tension qu'il va falloir vraiment résoudre. Et j'ai peur que le temps du débat à l'Assemblée, qu'on le voit, enfin quand on le voit en tant que spectateur, citoyen spectateur, l'impression d'une accélération, de quelque chose qui veut dire il y a trop d'amendements, il faut aller plus vite, etc. On a eu des lois extrêmement fondamentales qui ont été votées ces dernières années qui sont quand même terrifiantes. Donc première question, surtout de sociologue, dans quel contexte sociopolitique sommes-nous aujourd'hui pour dire c'est bon, on avance, vous voyez, on protège les lanceurs d'alerte? Ouais, on va voir comment ça sera traduit par des forces politiques qui ne sont pas franchement connues pour leur appétence pour ce genre de choses. On vous fera un front, on est nombreux. Les sciences sociales sont aussi dans le champ de force, évidemment. Il ne s'agit pas de revenir à ces vieux débats débiles, savoir s'il y a une neutralité de la sociologie, etc. Je ne vais pas citer par Bourdieu. On est pris dans les processus des rapports de force, et au fond, ce qui compte dans les lancements d'alerte, c'est de prendre la mesure. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux qui ont vécu ça, mais ceux qui le vivront, c'est qu'il faut avoir une vigilance critique en amont. C'est-à-dire ne jamais s'isoler, étudier le champ dans lequel on agit. Il y a toujours des contre-coups, il y a toujours des mauvais coups. Et faites confiance au réseau d'avocats extrêmement qualifiés qui servent les intérêts les plus puissants pour vous détourner toutes les lois, les directives, les procédures de la Terre. Et c'est pour ça que je cite par le rapporteur, parce que justement le coup d'après, ça sera on découvrira d'autres. Et Dieu sait que là, alors, ça amène à la question des personnes morales qui est vraiment pour moi décisive. J'ai toujours défini le lanceur d'alerte dans un texte qui est d'ailleurs publié par le GIS Démocratie et Participation dans ce fameux dictionnaire de la participation. C'est en ligne, c'est ouvert. On m'avait demandé deux définitions. J'ai donné une première définition qui était la mienne, celle d'origine, c'est-à-dire quelqu'un qui voit venir un problème
Lancer une alerte, c'est agir en amont, et ça regroupe un peu ce qu'a dit Marie-Christine Blandin, et le sens de sa loi était d'ailleurs beaucoup sur la question des risques à venir, de ce qu'on ne sait pas encore, et donc du principe de précaution. Et puis la deuxième définition qui est plus proche du whistleblowing, whistleblower, de la tradition américaine. Il y a un très beau livre de collègues indiens et portugais qui ont fait un bouquin qui s'appelle Speaking Truth to Power, a Theory of Whistleblowing. Et ils commencent par une photo en disant en France, ils ont une autre notion qui est lanceur d'alerte. Ici, et ils disent que c'est pas la même chose que whistleblower parce qu'il s'agit d'éviter que les choses se produisent. Donc c'est ça qui est important finalement. Et donc arriver à faire des lois qui permettent d'éviter que les choses se produisent, c'est quand même le sens ultime qu'on doit trouver à cette notion de lanceur d'alerte, plutôt que d'empiler les procédures de protection, de sauvegarde et de réparation qui prennent un temps complètement fou et qui sont plus du tout dans la même temporalité. Alors moi je finis sur deux exemples d'alerte qui sont quand même massives et monstrueuses. Je considère le GIEC comme un groupement de lanceurs d'alerte depuis 1988. Ils n'ont pas entendu l'État, désolé. Et vous voyez que malgré tout, l'alerte patine. Et on patine dedans, alors qu'on peut dire que là, maintenant, on peut dire effectivement, il y a rien de nouveau, c'est ennuyeux, les COP, les machins, etc. En fait, là, on voit bien qu'il y a un vrai souci. Comment voulez-vous que les citoyens se sentent, même avec toutes les lois protectrices, autorisés à lancer des alertes, quand ils voient à quel point un réseau international de scientifiques hyper outillé, avec tous les modèles que vous voulez, etc., capable de produire des données, des scénarios, des analyses comme celle du GIEC, n'arrive pas à faire sauter d'une certaine manière les blocages. Alors bon, ça relève de la géopolitique, ok, on va dire, bah ouais, c'est des jeux d'acteurs extrêmement compliqués, bon, enfin bon, on voit bien quand même que là, il y a un blocage. Et le deuxième, c'est tout simplement la vie ordinaire. Aujourd'hui, vous avez un pic de pollution. Je n'ai entendu personne en parler autour de moi, y compris mon épouse d'ailleurs, qui avait fait partie d'un petit collectif qui s'appelait les Poumons de Paris, où on avait fait sauter le verrou pendant la campagne électorale de 2014. Là, le sociologue avait changé un peu de casquette, pour obtenir de la future maire de Paris, je dis la future parce qu'il y en avait plusieurs femmes en concurrence, une conférence de citoyens sur la pollution en Ile-de-France, qui a eu lieu. Ça a été un succès extraordinaire, on était 5 en groupe. On avait créé une page Facebook. Et les gens disaient, ah, vous êtes des lanceurs d'alerte, parce que ça a fait marrer. Ben, aujourd'hui, nous avons un pic de pollution, d'ailleurs depuis plusieurs jours, et voilà, on est toujours dedans, on baigne dedans. Donc, le travail est à faire intégralement, et moi ce qui me frappe, c'est le gap qui peut se creuser, et là il y a vraiment un énorme travail à faire, c'est pour ça que je souscris aux ouvertures politiques que je vois se pointer, même s'il va falloir faire un autre travail pour que tout ça se coagule un peu, parce que voilà, entre la réalité sociologique et la réalité juridique, qui effectivement est extrêmement riche, nous fournit plein d'appuis, mais les deux sont quand même fortement en voie de séparation, et je pense qu'il y a quelque chose à reconstruire qui nécessite des transformations en profondeur de nos institutions. On va parler d'indépendance. J'aurais voulu dire un mot beaucoup plus longuement, là vous êtes fatigués, et puis je suis trop long sur les autorités, les fameuses autorités indépendantes, autorités administratives, autorités publiques. Moi je sais que j'ai beaucoup défendu l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, malgré mes copains qui sont anti-nucléaires, en leur disant peut-être qu'il n'y a pas eu d'accident majeur en France parce qu'il y a eu cette conquête portée par un homme, polytechnicien, pro-nucléaire, Lacoste, qui a eu ce coup de génie de dire au gouvernement, si vous voulez continuer votre truc, il faut se doter d'une autorité administrative capable de taper sur la table de temps en temps. Alors, on peut trouver que ça ne va pas, etc. Ils ont créé un site de lancement d'alerte où les salariés, les travailleurs notamment du nucléaire, ce qui n'était pas gagné, peuvent envoyer des signaux avec tout un tas de trucs qui s'appliquent à la loi Sapin 2 d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et je ne peux pas évaluer le résultat, mais n'empêche que pour l'instant, la fameuse centrale de nos gens ou les autres qui sortent dans les débats politiques aujourd'hui n'ont toujours pas sauté, et ça fonctionne à peu près. Donc il faut vraiment réfléchir aux autorités qui sont nommées, alors qui vont être visiblement désignées par décret un peu plus tard, si j'ai bien compris le texte que j'ai lu, la proposition. Mais ça serait bien qu'elle soit nommée ou que quelque chose soit dit dans le débat parlementaire, qu'on ait une idée. Parce que, comme pour le défenseur des droits, ça va être une question de moyens, ça va être une question d'indépendance, une question de pluralisme, et une question aussi d'organisation de la controverse experte, qui aujourd'hui est quand même assez malade dans nos sociétés, en particulier chez nous,
Il n'y a qu'à voir autour de la pandémie comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait toujours pas organiser une controverse quand il y a précisément incertitude, désaccord sur les faits, entre des scientifiques, entre des chercheurs, entre des médecins, etc. etc. Et là aussi, voilà, protéger le lanceur d'alerte et tout mettre là-dessus sans faire la suite. En 2008, Marie-Christine Blandin et Corinne Lepage organisaient au Sénat un grand colloque, je vous invite à aller voir, je crois qu'il y a encore les archives, qui s'appelait sur les systèmes d'expertise et la protection des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'il y avait un lien qui avait été d'ailleurs pas mal pensé à partir de la sociologie, mais par André Cicolella, où on ne peut pas séparer les deux aspects. Et c'est très important de travailler les deux. Et là, je trouve qu'il y a des choses aussi à avancer. Et encore merci, parce que c'est un travail considérable qui est fait là, et je trouve que c'est une belle étape qui se franchit. Et bon courage pour les débats parlementaires. Bien, je remercie encore